Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Historiapolis, une nouvelle fois consacrée à une histoire de l'Amérique du Nord et des États-Unis d'un point de vue régional, avec, après l'introduction de la dernière fois, aujourd'hui un premier épisode dédié aux premiers mouvements de colonisation qui ont eu lieu au XVIIe siècle, dans les années 1600, et qui ont été le fait principalement des Espagnols, des Français, des Anglais, et on le verra dans une petite mesure également des Hollandais. Reprenons immédiatement la carte du livre American Nations, écrit en 2011 par le journaliste Colin Woodard, sur laquelle on s'était basé la dernière fois pour déterminer les 11 grandes nations, entre guillemets, en fait les 11 espaces régionaux, qui ont présidé à la formation des États-Unis d'Amérique. Parmi ces premières formes de colonisation, on va les prendre dans leur ordre d'arrivée chronologique, et on va voir que, qu'ils soient espagnols, français, anglais ou hollandais, chaque type de colonisation dénote un esprit différent, bien particulier et caractéristique des diverses cultures nationales, des diverses manières d'appréhender l'idée de colonisation dans les différents pays européens. La colonisation espagnole, en l'occurrence, va fonder la nation que Colin Woodard appelle El Norte, au nord du Mexique et au sud des États-Unis. La colonisation française, de son côté, elle va fonder New France, c'est-à-dire en gros la Louisiane et le Québec. La colonisation anglaise va fonder Yankeedom, à partir d'une petite région qu'on appelle la Nouvelle-Angleterre, mais aussi Tidewater, qui a une sensibilité plus aristocratique que Yankeedom. Et la colonisation hollandaise va fonder New York, ce que Woodard appelle New Netherland, avec là aussi un esprit bien particulier. Chronologiquement, c'est avec la colonisation espagnole qu'il faut commencer. En fait, les Espagnols sont, pour tout dire, les premiers occidentaux à se lancer dans une entreprise de colonisation de l'Amérique dès 1492 et la fameuse découverte, entre guillemets, de ce continent par Christophe Colomb, qui était originaire de Gênes mais qui naviguait au service de l'Espagne, et tout au long du XVIe et du XVIIe siècle, avec les fameux conquistadors, l'Espagne va, à partir des Caraïbes, explorer puis coloniser toute l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale, en poussant au nord jusqu'à l'actuel sud-ouest des États-Unis, donc les États de Californie, Nouveau-Mexique, de l'Arizona, du Nevada, etc., qui ont pour la plupart d'ailleurs des noms d'origine espagnole. Colin Woodard rappelle tout ce que cette région, à la frontière entre Mexique et États-Unis, doit au monde hispanophone et à la manière espagnole de coloniser. C'est une région qui, de par ses hauts plateaux, ses espaces semi-arides et ses côtes de type méditerranéenne, ressemble en de nombreux points à l'Espagne, ce qui a facilité l'adaptation pratique des colons. Par ailleurs, la doctrine espagnole favorisait le métissage plutôt que l'émigration massive de populations européennes vers le Nouveau Monde. Ainsi, les colons furent essentiellement des militaires, des missionnaires, en bref des envoyés, essentiellement des hommes, plutôt que des départs spontanés. C'est la raison pour laquelle les populations d'Amérique centrale hispanophones aujourd'hui sont beaucoup plus métissées que celles de l'Amérique anglophone. Cependant, les populations espagnoles étant peu nombreuses, le contrôle colonial était de plus en plus faible à mesure que l'on montait vers le nord. Ainsi, avec le déclin progressif de l'Espagne comme puissance impériale, les régions les plus au nord, comme le Texas, le Nouveau-Mexique, la Haute-Californie, ont irrémédiablement fini par tomber sous la coupe anglophone. Cependant, les régions actuelles du sud-ouest des États-Unis ont conservé une part considérable de culture hispanique dans les techniques, les maîtrises, les noms de lieux ou encore de métiers. La grande majorité des termes de techniques agricoles et de maîtrise de l'espace du Far West viennent par exemple de l'espagnol. Des mots comme lasso, mustang ou rodéo viennent de l'espagnol par exemple. Autre exemple typique, peut-être le plus connu, le cow-boy, est une adaptation américaine typique de ce qu'on appelle en espagnol le vaquero, le gardien de vache, du nord du Mexique. La colonisation française, pour sa part, elle se fait à partir d'une porte d'entrée complètement opposée. La colonisation espagnole, donc on l'a vu, elle se fait par le sud. Elle arrive par le Mexique, par l'Amérique centrale, par le biais des conquistadors. La colonisation française, elle arrive vraiment par une porte d'entrée qui est le fleuve Saint-Laurent, c'est-à-dire le fleuve principal du Québec, qui passe par les deux plus grandes villes de la région, qui sont Québec et Montréal.
Le Québec et le long de ce fleuve, c'est vraiment le cœur de l'emplacement français en Amérique du Nord. Et tout de suite, contrairement aux Espagnols, et on le verra plus tard aux Anglais, qui ont une relation pour le moins brutale avec les populations amérindiennes, faite de métissage forcé par les Espagnols et de stricte séparation raciale par les Anglais, les Français vont établir, en tout cas au début, de bonnes relations avec les Indiens. En fait, l'entente historique des premiers Français installés en Amérique du Nord avec les Indiens s'expliquerait, selon Colin Woodard, par deux facteurs. D'une part, la vision très progressiste, entre guillemets, de son pionnier, qui était Samuel de Champlain, vis-à-vis des Indiens, tenant, contrairement aux colons anglais et espagnols, à maintenir d'excellents rapports avec ceux-ci, notamment par le biais d'échanges de techniques et de l'installation volontaire au plus près des villages indiens, sans pour autant chercher à les dominer, mais aussi, par ailleurs, du mariage mixte. Mais il faut dire quand même qu'il y a un événement initial qui a favorisé cette entente entre Français et Indiens. En fait, la première mission française visant à établir une colonie en Amérique du Nord, qui avait été surprise par la rigueur de l'hiver canadien, n'avait été sauvée de l'anéantissement total, puisqu'il y a quand même plus de 50% des hommes de cette première mission qui en fait sont morts dès le premier hiver. Cette mission avait été sauvée uniquement grâce à l'assistance de la petite tribu indienne des Passamaquoddy, qui leur avait fourni suffisamment de viande pour passer l'hiver. Alors comme cette colonisation était relativement spontanée par des populations françaises et pas vraiment dirigée par la France, sous Louis XIV, la France va tenter d'asseoir son autorité sur ce qu'on appelait déjà à l'époque la Nouvelle-France, c'est-à-dire le domaine colonial français en Amérique du Nord, notamment en interdisant le protestantisme, en établissant une stricte hiérarchie entre nobles et roturiers, similaire en fait à ce qu'il y avait en métropole, avec le tiers-état, la noblesse, etc. Ce qui n'était pas le cas jusqu'alors au Canada français, notamment en envoyant des populations quasi forcées de manière à former une colonie de peuplement, comme c'était le cas par exemple avec les fameuses 774 filles du roi. Les filles du roi, c'était donc dans les années 1660 des jeunes filles françaises qui étaient envoyées sur la base du volontariat en Nouvelle-France, en Amérique du Nord, pour se marier et tout simplement pour peupler le Québec. Tout ça a été assez mal accepté par les colons français déjà présents en Amérique du Nord, et ce qui fait qu'on a assisté à un phénomène peut-être inédit dans l'histoire des colonisations européennes, où en fait des colons français ont fui vers l'intérieur des forêts d'Amérique du Nord pour échapper au contrôle des autorités françaises en se réfugiant dans les villages amérindiens. Et ça a produit donc des situations de métissage assez originales, et ça a donné notamment ce qu'on appelle les coureurs des bois, qui étaient des marchands français qui avaient une très grande connaissance des Indiens et qui commerçaient avec eux notamment par le biais du troc. Contrairement aux colonisations espagnoles et françaises qui arrivent de manière homogène, donc les conquistadors et les missionnaires par le sud pour l'Espagne et les colons originaires de l'ouest de la France qui établissent leur colonie au plus près des Indiens à partir du fleuve Saint-Laurent, la colonisation anglaise arrive en Amérique du Nord par deux branches différentes. On l'a déjà un peu évoqué dans la dernière vidéo, durant le XVIIe siècle, il y a une énorme guerre civile en Angleterre. Cette guerre civile oppose d'un côté la noblesse traditionnaliste anglicane, et de l'autre, les classes bourgeoises marchandes de confession presbytérienne, donc des protestants qui ne reconnaissent pas l'autorité religieuse du roi d'Angleterre. Les partisans du camp aristocrate et anglican vont fonder la nation que Woodard appelle Tidewater, et les partisans du camp bourgeois et presbytérien, plus moderne, vont fonder la région que l'on appelle Yankeedom, donc le foyer de ce qui deviendra plus tard l'esprit yankee, l'esprit typique américain tel qu'on le connaît. Il faut comprendre que l'esprit et l'identité de Tidewater est vraiment intrinsèquement lié à un état particulier des États-Unis, qui est la Virginie. En fait, Tidewater débute à Jamestown, donc qui est une ville aujourd'hui en Virginie, et est étroitement lié à une compagnie de commerce qui s'appelle la Virginia Company, qui a été fondée en 1606. Contrairement à la colonisation française, celle de la Virginia Company, sous l'égide d'un homme qui s'appelait John Smith,
va s'orienter très rapidement vers des méthodes beaucoup plus militaires et vers le profit économique immédiat. La région, cependant, n'est pas très riche en matières premières. Elle est notamment pauvre en or, et rapidement la relation entre les Anglais et les Indiens se dégrade gravement pour peu à peu être faite de massacres et de guerres permanentes. Voilà ce que dit Colin Woodard. Deux événements modifièrent la trajectoire sociale de Tidewater, édifiant des modèles culturels qui persistent encore aujourd'hui. Le premier survint en 1617, quand John Rolfe, le mari de la célèbre Pocahontas, transplanta avec succès des Indes occidentales les souches de tabac sur le sol des rives de la baie de Chesapeake, faisant passer la Virginie d'une base militaire sous le joug d'une compagnie de commerce à une société de plantation prospère orientée vers l'exportation presque subitement. Le second fut la Grande Rébellion, de 1642 à 1651, également appelée la Première Révolution anglaise, ou en anglais English Civil War, dont le résultat fut de précipiter l'exode de familles qui formeraient plus tard l'aristocratie de Tidewater. Les conditions de vie des colons anglais de basse extraction qui vivaient à Tidewater, qui étaient nommés indentured servants, ou serviteurs sous contrat, étaient horribles, elles étaient proches de l'esclavage. On estime même que 30% d'entre eux, jusqu'à 30% d'entre eux, mouraient dans l'année qui suivait leur installation en Amérique du Nord. Voilà ce qu'en dit Colin Woodard. Les leaders de Tidewater recrutaient leurs forces de travail dans les masses de travailleurs désespérés et sous-nourris des faubourgs de Londres et d'autres villes anglaises. La majorité des serviteurs de la Tidewater du XVIIe siècle étaient originaires des arrière-pays de Londres, Bristol et Liverpool, mais certains étaient d'origine africaine. Contrairement au Deep South, Tidewater semble avoir traité ses serviteurs africains plus ou moins comme ses serviteurs blancs. Les colons blancs et noirs n'étaient pas différenciés, et au moins certains noirs disposaient du peu de droits civils attribués aux roturiers blancs. Parmi les colons qui survivaient aux premières années de leur arrivée, certains d'entre eux, à force de chance et de travail, parvenaient quand même à se bâtir de véritables domaines de plantation. On peut citer par exemple l'ancien esclave noir Anthony Johnson, qui, en dépit de sa couleur de peau, avait réussi à devenir propriétaire et à posséder donc lui-même des serviteurs sous contrat, donc des quasi-esclaves en fait, ce qui montre une situation très différente de ce qui allait advenir dans les siècles suivants. C'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, il était paradoxalement plus possible pour un noir d'avoir une certaine ascension sociale que 2 siècles plus tard, au XIXe siècle, où habiter dans le sud des États-Unis, pour un noir, signifiait forcément la servitude de l'esclavage. Donc il est important de bien comprendre la situation intérieure anglaise pour comprendre les débuts de la colonisation de l'Amérique du Nord. Et Colin Woodard explique très bien ce phénomène. L'Angleterre fut marquée par la guerre civile pendant une grande partie du XVIIe siècle, partagée entre les fidèles aux traditions médiévales du passé et ceux qui embrassaient des idées plus modernes sur le pouvoir, le commerce et l'autorité religieuse. D'un côté, le Parlement, dominé par les puritains et les juristes de Londres et de l'Est de l'Angleterre, qui résistaient à l'effort de la monarchie visant à consolider le pouvoir, réprimer les dissidents religieux et abroger les réformes en faveur du libre-échange. De l'autre, les alliés conservateurs du roi Charles Ier, qui se faisaient appeler cavaliers, des gentlemen des provinces, originaires de l'ouest et du nord de l'Angleterre, encore partiellement féodale, la majorité de la noblesse anglaise et le peuple sous son influence. Quand le combat se fit jour en 1642, la Nouvelle-Angleterre puritaine soutint le Parlement, tandis que Tidewater resta fidèle au roi. À la suite de la guerre civile qui voit les parlementaires gagner et le roi être exécuté, Tidewater devient un refuge pour les royalistes les plus conservateurs, et certaines familles nobles d'Angleterre, en particulier les Berkeley, les Lee, les Washington, les Mason, appliquent en Amérique les préceptes jalousement gardés de l'aristocratie rurale anglaise. Pour saisir l'esprit de la région de Tidewater, il faut donc bien comprendre qu'à l'opposé de la majorité des communautés qui ont fondé l'Amérique, celle-ci n'est pas du tout marquée par un esprit d'utopie religieuse, de nouveau monde, mais bien de conservation à l'extrême de l'ancien monde, face au libéralisme s'étant imposé dans leur pays d'origine. On pourrait se demander comment une société aussi tyrannique a pu produire de si grands champions du républicanisme que Jefferson, Washington ou Madison.
La réponse est que la noblesse de Tidewater embrassait le républicanisme classique, c'est-à-dire un modèle de république basé sur la Grèce ou sur la Rome antique, basant leur philosophie politique éclairée autour de l'ancien concept latin de libertas, en anglais liberty. C'était une notion fondamentalement différente du concept germanique de Freiheit ou freedom, qui devait définir plus justement l'esprit de Yankeedom ou des Midlands. On peut noter pour l'anecdote que beaucoup de villes et d'États de Tidewater, consacrant cet esprit hiérarchique, sont nommés selon les noms de monarques anglais. On avait déjà dit dans la vidéo précédente, la Virginie, la Caroline, le Maryland, tous ces États sont nommés en fonction de rois ou de reines anglais. Mais on a également des villes comme Jamestown, Williamsburg, Annapolis, ou encore certains grands nobles anglais qui ont donné leur nom à des villes ou à des États comme Baltimore, Delaware, Cumberland, qui sont en fait à la base des noms d'aristocrates anglais. Yankeedom s'oppose frontalement aux principes moraux de Tidewater. On retrouve donc ici l'idée d'une cité idéale en Nouvelle-Angleterre où chaque individu, en plus de son salut personnel, travaille au salut de la communauté selon les préceptes calvinistes et puritains. Ainsi, si la hiérarchie sociale n'est pas marquée par une supériorité radicale de la noblesse, au contraire, la noblesse anglaise anglicane est peu appréciée et la Nouvelle-Angleterre ne se conçoit pas comme une gigantesque plantation basée sur le servage, mais comme une nation moraliste d'églises et d'écoles, où chaque communauté fonctionne comme une république autogouvernée. Donc, si la hiérarchie sociale en Nouvelle-Angleterre n'est pas marquée donc, par cette supériorité de la noblesse sur le tiers d'État, la rigueur morale et religieuse est quand même impitoyable. La liberté de culte est beaucoup moins importante dans cette partie du Nouveau Monde que dans les autres régions d'Amérique du Nord et même qu'en Europe. Les minorités religieuses, les anglicans, les catholiques ou encore les Quakers par exemple, subissent dans Yankeedom, subissent en Nouvelle-Angleterre des traitements parfaitement humiliants. Donc la Nouvelle-Angleterre, c'est une société vraiment très particulière, très paradoxale, entre une grande modernité sur le plan politique, avec une dimension très participative, quasiment démocratique, et en même temps, de l'autre côté, sur le plan religieux, vraiment une grande intolérance. Colin Woodard rappelle que, d'un autre côté, les puritains créèrent une société tout à fait révolutionnaire. Ayant obtenu par Dupree une charte royale pour l'établissement de leur colonie, ils n'étaient pas la propriété de nobles féodaux, comme au Maryland ou en Nouvelle-France, ni de lointaines corporations, comme en Virginie ou dans les Carolines. Les New Englanders entendaient se gérer eux-mêmes. Près de la moitié des premiers colons de Yankeedom étaient originaires d'East Anglie, la région la plus économiquement sophistiquée des îles britanniques. Ces 7 comtés les plus à l'est étaient les plus urbanisés, denses et éduqués d'Angleterre, avec une classe moyenne florissante et une longue tradition de rébellion contre le pouvoir arbitraire. C'était une région profondément influencée par les Pays-Bas, la nation politiquement et commercialement la plus avancée d'Europe, et par avancée, Colin Woodard entend la plus pénétrée par l'esprit du capitalisme et de la démocratie. Le calvinisme hollandais, le républicanisme et la culture hollandaise avaient laissé leur empreinte sur la région, dont même les artisans, indépendants et fermiers étaient hautement alphabétisés. Yankeedom, contrairement aux autres régions, s'est donc dès le début démarqué par l'existence d'une population homogène socialement, avec des colons débarquant en famille et exerçant des métiers socialement valorisants. Rapidement, la Nouvelle-Angleterre gagne la bataille cruciale de la démographie face aux autres nations. Les cités de Yankeedom sont par ailleurs souvent nommées d'après les villes anglaises que les migrants ont quittées. Haverhill, Ipswich, Springfield, Newton ou encore Boston. Il y a donc 4 grandes caractéristiques à retenir de l'esprit yankee, caractéristiques qui dominent encore aujourd'hui par certains aspects la culture de cette partie de l'Amérique. D'une part, le rigorisme moral et religieux, d'inspiration puritaine et calviniste, opposé en particulier à l'anglicanisme. D'autre part, la participation des citoyens, individuelle et collective, à la gestion politique de la communauté. Il y a également un certain culte de l'éducation et du diplôme, comme déterminant ce qui fait l'élite, en lieu et place de l'ordre social traditionnel, noble, roturier. Enfin, ce qui détermine peut-être même le plus l'esprit yankee,
c'est son caractère intrinsèquement missionnaire. Chacun, individuellement, est en mission sacrée pour la recherche des preuves de son élection divine et pour le salut commun. Donc c'est l'idée de prédestination et de recherche des preuves de sa prédestination concept qu'on retrouve quasiment partout dans le protestantisme. D'où le caractère fondamentalement expansionniste de l'esprit yankee. C'est de Nouvelle-Angleterre d'ailleurs que se propagent les trois concepts essentiels de l'histoire américaine et de l'idéologie américaine qui sont la cité sur la colline, donc une parabole christique reprise par le puritain John Winthrop en 1630, affirmant que le monde entier doit avoir les yeux rivés sur l'Amérique, puis au XIXe siècle l'idée d'exceptionnalisme américain, l'idée en fait que le peuple américain serait le véritable peuple élu, et enfin le concept de destinée manifeste, c'est-à-dire l'idée que les Yankees ont pour mission de dominer l'Amérique d'un océan à l'autre, donc finalement systématiquement de s'étendre vers l'ouest, d'aller en direction de l'ouest. Comme Tidewater, les Yankees ont eu un rapport très compliqué avec les Indiens, mais pour d'autres raisons. Si les affrontements entre colons de Virginie ou du Delaware, donc de Tidewater, et les Indiens ont été importants pour des questions de contrôle de territoire et de domination politique, le dégoût que suscitaient les natifs aux Yankees puritains était vraiment d'ordre moral et religieux. Les Indiens, êtres de mœurs débridées, hérétiques et illettrés vivant dans la forêt, qui était un monde sauvage vu en soi comme le royaume de Satan, étaient perçus comme étant sous l'influence du mal. Et là, alors c'est une remarque un peu personnelle, mais selon moi, une certaine hypocrisie de cette culture yankee, qui on l'a vu est une culture qui se part énormément de prétendues vertus morales et religieuses, est vraiment symbolisée par le traitement ignoble qu'elle a fait subir aux diverses tribus indiennes au XVIIe et XVIIIe siècle en Nouvelle-Angleterre. En 1636, dans la récente colonie du Connecticut, les autorités du Massachusetts planifièrent une guerre génocidaire contre les Indiens Pequot. Dans un incident passé à la postérité sous le nom de massacre de Fort Mystique au printemps 1637, un village Pequot faiblement défendu fut encerclé. Tous les hommes, femmes et enfants furent massacrés, principalement brûlés vifs. Les puritains avaient pour habitude d'attaquer les tribus indiennes neutres et parfois même celles qui leur étaient alliées. Les enfants indiens capturés étaient soit tués, soit vendus comme esclaves aux riches propriétaires des Caraïbes anglais. C'est une certaine forme de duplicité qui devait véritablement définir sur le long terme le caractère yankee. Et il ne faut pas l'oublier quand on fait de cette Amérique un quasi-messie, qu'on se laisse porter par les couplets sur la prétendue liberté apportée par l'Amérique à chaque guerre, parfois à dimension vraiment impériale, qu'elle mène dans le monde depuis 1945. Pour ce qui concerne le cas spécifique de New York, c'est un petit peu différent. Parce que New York, contrairement à tout le reste de cette région, qui est colonisée par les Anglais, a d'abord été un établissement hollandais. Dès le début, donc dès 1624, la colonie commerciale de New Amsterdam était idéalement placée, à l'embouchure d'un fleuve et à la lisière entre Yankeedom, Tidewater et les forêts habitées par les Indiens. Très rapidement, la colonie, bien que tombant sous la coupe des Anglais en 1664, est occupée par une population très diverse, en partie par ceux à qui ni le modèle Yankee ni le modèle aristocrate de Tidewater ne conviennent, dans un esprit très influencé par l'Amsterdam de l'époque. Les premières populations sont des Wallons, des Luthériens polonais et scandinaves, des Irlandais, des Portugais, le tout mélangé avec les populations traditionnelles de la Nouvelle-Angleterre. Les Juifs, bannis de toutes les autres nations d'Amérique du Nord, s'installent rapidement dans la ville. En 1643, la population de la ville n'est que de 500 habitants, mais le nombre de langues parlées y est déjà estimé à 18. Ces caractéristiques, diversité, tolérance, mobilité sociale et attrait particulier pour l'entreprise privée, ont historiquement été identifiées aux États-Unis, mais en réalité elles étaient l'héritage des Provinces-Unies, donc des Pays-Bas. Une grande partie des accomplissements de la Révolution américaine avaient été réalisés par les Hollandais 2 siècles auparavant. Guerre d'indépendance gagnée contre un énorme empire monarchique, le Royaume d'Espagne, déclaration d'un droit humain inné à se rebeller contre un gouvernement tyrannique, l'acte d'abjuration de La Haye en 1581, et création d'une république sans roi.
Il y a deux choses à noter sur le développement initial de New York. Premièrement, si le développement économique primitif de New York avait été assuré par une très puissante compagnie commerciale qui s'appelait la Dutch West India Company, donc la compagnie néerlandaise des Indes occidentales, on doit observer que très rapidement la ville devient une sorte de foyer, d'abri pour les diverses communautés juives qui pourront prospérer notamment par le commerce et qui prendront peu à peu une importance considérable dans le façonnement de cette métropole comme ville-monde à l'identité résolument cosmopolite et libérale. Encore aujourd'hui, New York est la ville juive la plus peuplée au monde, plus même que les villes israéliennes comme Tel Aviv ou Jérusalem, avec 1,6 million de juifs, soit 18% de la population new-yorkaise. Voilà ce que dit Colin Woodard sur l'arrivée des juifs à New York. En 1654, une cargaison de réfugiés juifs sans le sou fuyant la colonie hollandaise du Brésil fut accueillie avec hostilité par le gouverneur antisémite Peter Stuyvesant, qui les qualifia de race fourbe et essaya de les renvoyer de la colonie. Ses supérieurs à Amsterdam le lui interdirent, considérant cette décision déraisonnable et injuste, arguant que des actionnaires juifs avaient investi un important capital dans leur compagnie. L'autre grand aspect à noter, plutôt sombre, c'est la question de l'esclavage. Le développement de New York qui s'est historiquement réalisé avec une forte contribution de l'économie esclavagiste. Et il ne faut pas oublier que c'est ni le Sud profond, ni les Français de Louisiane, ni les aristocrates anglais de Virginie qui ont établi l'esclavage en Amérique du Nord. L'esclavage aux États-Unis, il a commencé à Manhattan. La compagnie néerlandaise des Indes occidentales n'était pas plus morale que ses concurrentes anglaises. Si un moyen était profitable, il était utilisé, y compris l'échange d'êtres humains. En effet, l'esclavage complet fut introduit dans ce qui est aujourd'hui les États-Unis, non par les planteurs de Virginie ou des Carolines, mais par les marchands de Manhattan. En 1626, tandis que les Africains de Tidewater étaient toujours traités comme serviteurs sous contrat, la compagnie importa 11 esclaves pour combler une pénurie de travailleurs. En 1639, il y avait un camp d'esclaves à 5 miles au nord de la ville. La décennie qui précédait la prise de pouvoir par les Anglais, New Amsterdam était en train de devenir le plus grand marché d'esclaves d'Amérique du Nord. Voilà, c'est la fin de ce tour d'horizon des premières formes de colonisation de l'Amérique du Nord, avec, on l'a vu, des développements très différents selon l'origine des colonisateurs, qui sont 4 pays principaux. L'Espagne, ayant fondé la nation culturelle que dans son livre Colin Woodard appelle El Norte, la France avec la Nouvelle-France, tant au Québec qu'en Louisiane, l'Angleterre avec les 2 foyers culturels rivaux de Yankeedom et Tidewater, et enfin les Hollandais, avec une empreinte marquée spécifiquement sur la ville de New York. La prochaine vidéo, elle sera consacrée plutôt au XVIIIe siècle, avant la Révolution américaine, à expliquer comment les premières colonisations anglaises se sont elles-mêmes fracturées en sous-groupes spécifiques, et comment la relation avec l'Angleterre s'est progressivement détériorée au point de provoquer des révoltes et former les prémices de la Révolution américaine. Révolution américaine à laquelle l'épisode encore après sera consacré. Voilà donc pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée, je vous encourage à la liker et à la partager si elle vous a plu, et à bientôt sur Historiapolis.